Pendant des décennies, les scientifiques croyaient avoir déchiffré les règles de notre voisinage cosmique, avoir compris comment fonctionne la gravité et comment se forment les galaxies. De Newton à Einstein. Nous avons cru à une danse chaotique, mais prévisible de l'univers. Nous pensions que les satellites autour des galaxies devaient se disperser aléatoirement, comme des abeilles autour d'une ruche, se déplaçant de manière indépendante. Mais quand les télescopes modernes et les techniques d'observation avancées se sont tournés vers notre plus proche voisin, géant, Andromède, ce tableau scientifique paisible a volé en éclats. Car là-bas, à 2,5 millions d'années-lumière de nous, un ordre impossible a été découvert, défiant nos théories et nous forçant peut-être à jeter nos livres de cosmologie à la poubelle. Maintenant, nous savons que ces structures tournant sous notre nez hurlent que l'univers est gouverné par des lois bien plus mystérieuses et peut-être plus terrifiantes que nous le pensions. Le premier suspect de cette histoire de détective cosmique, ce sont les galaxies satellites tournant autour de la galaxie d'Andromède. Andromède n'est pas seulement une voisine de la Voie lactée, c'est aussi sa grande sœur, bien plus massive et effrayante. Alors que notre galaxie mesure environ 100 000 années-lumière de diamètre, Andromède s'étend sur 200 000 années-lumière, une structure gigantesque. La Voie lactée contient entre 150 et 400 milliards d'étoiles, tandis qu'Andromède en abrite exactement 1 trillion. Autour de ce géant, tout comme dans notre galaxie, tournent de nombreuses petites galaxies satellites que nous appelons galaxies naines. Quand les scientifiques ont étudié ces satellites, ils ont été confrontés à un motif qui ne devrait absolument jamais exister à l'échelle cosmique. Dans presque toutes les 37 galaxies satellites détectées étaient regroupées d'un seul côté d'Andromède. Mais le détail vraiment terrifiant n'était pas celui-ci. De ces 37 galaxies, toutes sauf une, avaient leur face tournée directement vers nous, c'est-à-dire vers la Voie lactée. Cette situation ressemble à lancer une poignée de sable vers un arbre et voir tous les grains de sable se coller sur la face de l'arbre qui vous fait face, dans un motif géométrique parfait. Statistiquement, c'est impossible. Mais la nature semble ne pas se soucier des statistiques. Cette découverte ne peut être écartée comme une simple coïncidence intéressante, car elle ébranle les piliers fondamentaux de la cosmologie moderne. Le modèle lambda CDM que nous utilisons aujourd'hui pour expliquer l'univers interdit la formation de telles structures. Et selon le modèle Saxeis, les galaxies naines auraient dû se disperser autour d'Andromède de manière peut-être légèrement déformée, mais globalement sphérique et dispersée. Pourtant, nos observations montrent que ces satellites ne forment pas un nuage aléatoire, mais un plan ultra fin et gigantesque. Les scientifiques ont lancé des milliers de simulations informatiques pour tester cette anomalie. Les résultats furent une déception totale. Seulement 3% des simulations lancées ont produit un résultat similaire à cette structure observée dans Andromède, dans les 97% restants. L'univers se comportait conformément à nos modèles, mais la réalité rejetait la simulation. Cette situation crée une fissure massive dans la théorie de la matière noire. Non, car selon notre théorie, cette matière invisible qui compose 85% de l'univers est le squelette qui maintient les galaxies ensemble. Les galaxies naines sont des laboratoires où la matière noire est la plus dense, leur masse étant composée à 99% de cette matière mystérieuse. Si la matière noire rassemble les galaxies, comme nous le prédisons,
Pourquoi ces satellites sont-ils alignés avec une discipline militaire? Peut-être que la matière noire n'est pas une structure froide et lente, comme nous le pensions, mais un phénomène bien plus complexe qui interagit avec lui-même. Tandis que nos modèles gravitationnels luttent avec cette crise, des signaux venant d'un autre coin de l'univers, relax, appelés sursauts radio rapide ou FRB, ébranlent également notre compréhension de l'énergie, et ces éclats sont des ondes radio incroyablement brillantes et de courte durée venant des profondeurs du cosmos. Un FRB existe et disparaît en seulement quelques millisecondes, bien moins que le temps de cligner des yeux. Pourtant, la quantité d'énergie qu'il émet dans ce minuscule intervalle de temps équivaut à l'énergie totale produite par le Soleil en une année entière. Récemment, un signal appelé RB Float venant de la constellation de la Grande Ourse est entré dans les archives, comme l'exemple le plus extrême de ce phénomène. Cette explosion était si brillante que malgré une distance de 130 millions d'années-lumière, elle a éclaté dans nos détecteurs comme un véritable éclair. Au début, les astronomes ont pensé qu'il s'agissait d'un parasite provenant d'un radar d'avion ou d'un satellite défectueux, car un signal venant de si loin et étant si net défie les lois de la physique. Mais, quand les données du télescope Scheim ont été confirmées, la vérité est apparue. C'était le cri d'un monstre cosmique. Trouver la source de ces éclats radio est l'une des tâches les plus difficiles de l'univers, car les signaux éclatent en un instant et disparaissent à jamais. Pour comprendre cette situation, pensez à cette métaphore. Vous êtes à New York et vous voyez une luciole en Floride s'allumer pendant 1/1000 de seconde. Votre mission est de déterminer non seulement dans quelle forêt se trouve cette luciole, mais sur quelle branche de quel arbre exactement elle se tient. Le signal RB Float a été localisé avec un travail de détective d'une telle précision. Le signal provenait de l'un des bras spiraux d'une galaxie. Normalement, ces régions sont des endroits chaotiques et énergétiques où naissent des étoiles jeunes et massives. Pourtant, RB Float est apparu non pas au centre exact de la région de formation stellaire, mais juste à sa périphérie. Ce détail a surpris les scientifiques. Car, selon nos théories, la scartia de telles explosions massives devraient se produire dans les régions les plus denses. Là où se trouvent les magnétars, ces étoiles mortes possédant le champ magnétique le plus puissant de l'univers. Un magnétar possède des champs magnétiques assez puissants pour désintégrer un atome. Et la déformation de ces champs pourrait être la source des FRB. Mais est-ce, la position du signal ne correspond pas exactement au scénario que nous connaissons. Cela suggère qu'il pourrait y avoir un mécanisme complètement différent derrière ces explosions, que nous n'avons pas encore découvert. Peut-être lié à des collisions d'étoiles ou à la formation de trous noirs. Les satellites impossibles d'Andromède et ces cris radio inexpliqués venant des profondeurs de l'espace signalent en fait un grand carrefour dans lequel se trouve l'astronomie moderne. D'un côté, l'effondrement des règles gouvernant la gravité et la danse des galaxies. De l'autre, des explosions massives qui ne rentrent pas dans nos modèles lorsque la matière se transforme en énergie. L'univers nous chuchote que la physique que nous connaissons n'est que la partie visible de l'iceberg et que, dans les profondeurs, fonctionnent des processus bien plus sauvages et incompréhensibles. Les données entre nos mains sont comme les pièces d'un puzzle, mais comme si ces pièces provenaient de deux boîtes différentes. Elles ne s'assemblent pas. Alors, et si ces deux mystères, l'alignement étrange des galaxies et ces explosions d'énergie massive,
étaient en fait différentes faces d'une réalité cosmique bien plus grande que nous ne pouvons voir. Et les différentes faces de cette réalité, c'est que l'univers nous teste constamment, non seulement avec ce que nous voyons, mais aussi avec ce que nous entendons. Car le cosmos ne se contente pas de plier ou de faire exploser la matière. Il nous chuchote aussi sans cesse depuis l'obscurité. Parfois, ces chuchotements pointent vers une architecture impossible comme les satellites d'Andromède. Parfois, ils se présentent comme des signaux troublants qui ressemblent à une signature technologique. Les scientifiques ont cru pendant des années qu'ils ne faisaient qu'observer le ciel. Mais se pourrait-il que l'univers essayait de leur parler ? La plus célèbre et peut-être la plus frustrante de ces conversations cosmiques est ce fameux signal de 72 secondes, appelé « Wow », enregistré en 1977. L'incident a été capté par le radiotélescope Big Ear de l'Université d'État de l'Ohio. Le télescope a détecté une onde radio venant de la direction de la constellation du Sagittaire, incroyablement puissante, exactement 30 fois plus forte que le bruit de fond et à bande étroite. Le signal était si net et si puissant que l'astronome Jerry Heyman, qui examinait les données, a écrit en marge du papier avec un stylo rouge la note « Wow », ce qui rendait vraiment mystérieux ce signal. Ce n'était pas sa puissance, mais sa fréquence. Le signal arrivait exactement à 1421 MHz, c'est-à-dire à la fréquence d'oscillation naturelle de l'hydrogène, l'élément le plus commun de l'univers. Les scientifiques supposaient que si une civilisation extraterrestre voulait communiquer avec nous, elle choisirait exactement ce canal silencieux comme langue universelle. C'était comme si quelqu'un se penchait à votre oreille lors d'une fête bondée pour chuchoter un message clair dans le bruit. Mais le problème était, le signal ne fut plus jamais entendu. Un seul cri de 72 secondes, puis 47 années de profond silence. C'est pourquoi le monde scientifique s'est divisé en deux. Un camp défendait qu'il s'agissait d'une intelligence extraterrestre, tandis que l'autre cherchait des explications plus naturelles. Le candidat naturel le plus fort, apparu ces dernières années, est une comète appelée 266P/Christensen. Selon cette théorie, les gigantesques nuages d'hydrogène autour de la comète auraient pu créer une émission radio au moment exact où le télescope regardait. Les comètes chauffent en approchant du Soleil et laissent derrière elles des queues de gaz longues de millions de kilomètres. Si en 1977, ces comètes encore non découvertes passaient dans le champ de vision du télescope, le signal « Wow » pourrait être non pas un salut extraterrestre, mais la chanson d'un nuage de gaz cosmique. Pourtant, même cette théorie n'est pas parfaite. Non, car les comètes ne devraient vraiment pas produire des signaux aussi nets et de si courte durée. Le signal devrait être plus diffus. C'est pourquoi le dossier n'est toujours pas clos. L'univers nous a-t-il dit « bonjour » une fois avant de raccrocher? Ou avons-nous simplement mal interprété un parasite cosmique? Quand nous tournons nos yeux des lointains vers notre propre maison, ne vers le cœur de la Voie lactée, les choses deviennent encore plus complexes. Le centre de notre galaxie est une région chaotique dominée par un trou noir massif, Sagittarius à étoiles. Au début des années 1980, d'énormes filaments magnétiques longs de 150 années-lumière, suspendus verticalement, ont été découverts. C'était en des structures mystérieuses, perpendiculaires au plan galactique, alignées comme les cordes d'une harpe, remplies de particules se déplaçant proche de la vitesse de la lumière. Mais
les découvertes récentes ont ajouté une dimension complètement nouvelle et plus étrange à ce tableau. Car maintenant, il n'y a pas seulement des filaments verticaux, il y a aussi des filaments horizontaux s'étendant vers le trou noir, beaucoup plus courts, seulement 5 à 10 années-lumière de long. Et ces structures horizontales ont un motif saccadé, comme des points et des traits de l'alphabet morse. Cette découverte ébranle fondamentalement notre compréhension du centre galactique, car tandis que les filaments verticaux sont magnétiques et agissent comme des accélérateurs de particules, ces nouveaux filaments horizontaux émettent un rayonnement thermique et semblent alignés avec la rotation du trou noir. L'existence de ces structures montre qu'un mécanisme énergétique massif que nous n'avons pas encore résolu fonctionne au centre de notre galaxie. De plus, il y a une lueur mystérieuse venant de cette région, connue sous le nom d'excès de rayons gamma du centre galactique. Cette lueur est si intense que les scientifiques ont pensé pendant des années qu'elle résultait de l'annihilation de la matière noire. Si cela était vrai, nous aurions vu la matière noire pour la première fois. Mais les dernières données indiquent que la source de cette lueur pourrait être non pas la matière noire, mais des pulsars millisecondes encore, non découverts, se comptant par milliers. Ces étoiles mortes tournent sur elles-mêmes à une vitesse incroyable de 1000 fois par seconde. Si des milliers de pulsars se cachent au cœur de notre galaxie, cela signifie que nous avons complètement mal compris l'histoire de la formation stellaire et les dynamiques là-bas. Autrement dit, nous ne connaissons même pas notre propre arrière-cour, aussi bien que nous le pensions. À l'extrême limite du familier se trouve Voyager, l'émissaire le plus audacieux de l'humanité. Par cette petite boîte métallique lancée en 1977 se trouve actuellement à environ 23,3 milliards de kilomètres de la Terre, au-delà de l'héliosphère, le bouclier de protection magnétique du Soleil, seul dans l'obscurité de l'espace interstellaire. Après plus de 45 années de voyage, l'ASH Voyager, après avoir visité Jupiter et Saturne, a franchi le pas vers un endroit où aucun objet fabriqué par l'homme n'était allé, dans le vide entre les étoiles. Pourtant, ces dernières années, Voyager a commencé à envoyer des données insensées et corrompues vers la Terre. Les ingénieurs ont réalisé que le système ACS assurant l'orientation de la sonde produisait des données télémétriques physiquement impossibles, comme si la sonde était ivre dans les profondeurs de l'espace. Heureusement, ce problème a été résolu par un correctif logiciel. Mais cela nous a rappelé quelque chose. À cette distance, 20 heures-lumière de là, nous sommes seuls et la technologie finira par succomber. Pourtant, le plus grand héritage de Voyager n'est pas les données qu'il a envoyées, mais le disque d'or qu'il transporte. Ce disque de cuivre plaqué or de 12 pouces contient les sons de la Terre, des images, des salutations en 55 langues, et même l'amour d'une mère pour son bébé, sous forme d'ondes cérébrales. Même si l'humanité disparaissait un jour, ces enregistrements continueront à dériver dans le vide spatial pendant des milliards d'années. C'est un message. Nous étions ici que nous envoyons à l'univers. Voyager atteindra la frontière du nuage d'Oort dans environ 300 années. Et le traverser prendra 30 000 années. Cette durée qui nous semble une éternité n'est qu'un clin d'œil pour l'univers. Mais maintenant, nous nous demandons quelle image émerge quand toutes ces pièces s'assemblent. Les satellites alignés d'Andromède, CERN, les cris radio de millisecondes venant de l'espace profond. Le signal fantôme de 1977. Les filaments ressemblant à l'alphabet morse au centre de notre galaxie.
et voyager, s'éloignant au-delà du système solaire. Tous nous crient que l'univers est un endroit bien plus actif, bien plus bruyant et interconnecté que nous le pensions. Ce tableau d'univers statique et silencieux que nous voyons avec les anciens télescopes appartient désormais à l'histoire. Maintenant, nous avons le télescope spatial James Webb et des réseaux radio de nouvelle génération. Alors, quand ces super yeux et oreilles se concentrent sur les mystères dont nous venons de parler, quelles sont les véritables découvertes qui émergent? Confirment-ils nos théories? Ou nous entraînent-ils vers un inconnu encore plus grand? Mais ensuite Webb a regardé, et une réalité est apparue qui a pulvérisé les limites de l'univers que nous connaissions jusqu'à ce moment. Les questions « y a-t-il » ont laissé place aux cris. Comment est-ce possible? Car quand les yeux infrarouges du télescope spatial James Webb ont plongé dans l'obscurité, il n'a pas trouvé seulement de vieilles galaxies, mais des monstres dont l'existence même semblait impossible. À cette époque précoce où les théories s'attendaient au silence, le cosmos était en fait bien plus sauvage et plein que nous ne pouvions l'imaginer. Et voici la première onde de choc de ces découvertes choquantes. J-A-D E-S-G-S-Z14-0. Ce nom peut sembler être juste un code technique, barre verticale, mais derrière lui se cache l'une des plus grandes crises de la cosmologie. Car cette galaxie ne devrait pas exister. Elle ne devait pas être réelle. Les lois de la physique n'auraient pas dû permettre la formation d'une telle structure dans cette enfance de l'univers. Cette galaxie, brillant seulement 290 millions d'années après le Big Bang, nous fait un clin d'œil au bout d'un tunnel temporel de 13,4 milliards d'années. Mais ce qui est vraiment choquant n'est pas son âge, mais sa taille incroyable et sa luminosité. Selon les modèles théoriques, les galaxies à cette époque auraient dû être au stade de la petite enfance de petits nuages de gaz faibles et désordonnés. Pourtant, JADS GS14-0 est massive et brillante, comme si elle avait évolué pendant des milliards d'années. Son diamètre dépasse 1600 années-lumière. Elle contient des centaines de millions de masses solaires d'étoiles. Et le plus choquant, c'était sa luminosité. Cette galaxie était exactement 5 fois, selon certains modèles, 10 fois plus brillante que la luminosité maximale théoriquement possible pour cette époque. C'est comme attendre la lueur d'une bougie et voir un projecteur de stade s'allumer. Cette découverte a rasé la théorie de l'aube cosmique, car selon le modèle standard, à cette époque, il ne devrait y avoir que des nuages d'hydrogène primitifs dans l'univers. Il faudrait des milliards d'années pour que les étoiles se forment, se rassemblent et créent des galaxies. Mais JADS GS14-0, comme si elle avait plié le temps, a compressé ce processus en quelques centaines de millions d'années. Comment est-ce possible? Comment la matière peut-elle tomber si rapidement dans des puits gravitationnels et allumer des étoiles de manière si efficace? L'existence de cette galaxie prouve que les événements de formation stellaire supermassive dans les premiers instants de l'univers étaient bien plus intenses et répandus que nous le pensions. Dans le monde scientifique, cette découverte a été appelée la photographie de l'impossible. Les articles ont été réécrits, les simulations jetées à la poubelle, car JADS, à elle seule, a complètement changé l'histoire des premiers 300 millions d'années de l'univers. Mais elle n'est pas seulement la galaxie la plus lointaine, elle est le plus grand paradoxe de la cosmologie, le plus grand défi. Mais les surprises de l'univers ne s'arrêtaient pas là, car juste après est venu le deuxième moment épique, déchirant le silence au cœur de notre propre galaxie, le signal zombie,
GPMJ 1839-10. Ce nom est maintenant mentionné comme un personnage de film d'horreur, car cet objet était une étoile qui devrait être physiquement morte. Mais elle parlait, et sans arrêt. Cette découverte a complètement effacé le concept de ligne de mort des étoiles à neutrons. Une étoile à neutrons alimente son champ magnétique et ses signaux radio avec l'énergie qu'elle tire de sa vitesse de rotation. En ralentissant, son énergie diminue et finalement, elle se tait. Pourtant GPMJ 1839-10 envoyait des signaux toutes les 22 minutes. C'était 1000 fois plus lent que le pulsar le plus lent connu. La dynamo magnétique d'une étoile tournant à cette vitesse ne devrait pas pouvoir fonctionner selon les lois de la physique. Mais elle émettait depuis 15 000 années-lumière, pendant 5 minutes, continues une lumière radio aveuglante. C'était comme un patient, au cœur arrêté, courant un marathon. Ce signal a prouvé pour la première fois dans l'histoire l'existence d'une classe de magnétars à période ultra longue. Mais cette preuve a apporté une question encore plus grande. D'où vient cette énergie, si la vitesse de rotation ne fournit pas d'énergie? De quoi cette étoile se nourrit-elle? Les scientifiques étaient sous le choc, car cette découverte montrait qu'il y avait un chaînon manquant dans la physique stellaire. Peut-être que cette étoile se réchauffe par friction des neutrons superfluides à l'intérieur, ou produit de l'énergie en avalant une ceinture d'astéroïdes autour d'elle. Mais le scénario le plus terrifiant était la possibilité que ce signal soit artificiel, car la régularité du signal dans un scan d'archives de 35 années remontait jusqu'à 1988. Autrement dit, même si nous venons de la découvrir, elle nous criait « Je suis ici depuis des décennies ». Cette découverte a montré que les régions que nous pensions silencieuses de l'univers sont en fait remplies de monstres invisibles. GPMJ 1839-10 n'est pas seulement une étoile, c'est un mort vivant, une anomalie cosmique, un zombie qui défie les limites de l'astrophysique que nous connaissons. Et puis, le troisième moment épique a éclaté, le toucher invisible d'Andromède. Ce n'était pas seulement une observation, c'était la première preuve physique de l'apocalypse approchante. Le Project Amiga, utilisant les yeux ultraviolets de Hubble, a cartographié le gigantesque halo de gaz autour d'Andromède. Et les résultats ont glacé le sang des scientifiques, car ce halo s'étendait jusqu'à 2 millions d'années-lumière au-delà du disque visible de la galaxie. Ce chiffre était exactement 3 fois la taille précédemment estimée. Mais ce qui était vraiment choquant, c'est que ce halo était maintenant en ce moment même entrelacé avec le halo de la Voie lactée. Et oui, vous avez bien entendu. Les deux galaxies avaient techniquement déjà commencé à entrer en collision. Pendant que nous regardons le ciel et pensons qu'Andromède est une voisine lointaine, nous vivons en fait à l'intérieur de son atmosphère. Cette découverte a ramené le calendrier de la collision galactique non pas à 4 milliards d'années plus tard, mais à aujourd'hui. Bien sûr, il reste du temps avant que les étoiles ne se percutent, mais la guerre des gaz et du plasma a déjà commencé. La masse de ce halo équivaut à la moitié de la masse de la Voie lactée. Autrement dit, Andromède nous attaque non seulement avec ses étoiles, mais avec un mur de gaz invisible de trillions de tonnes. Alors que ce gaz pleut sur notre galaxie, il déclenchera de nouvelles formations stellaires, augmentera les supernovas et changera notre ciel nocturne. Cette découverte a changé la définition de galaxie. Il n'y a plus de frontières nettes où une galaxie se termine et le vide spatial commence. L'univers est rempli de gigantesques nuages de gaz, se touchant, se dévorant et se mélangeant. Et nous, au beau milieu de cet océan cosmique, réalisons tout juste qu'une vague géante, un tsunami,
vient vers nous. C'est la plus grande barre verticale, la plus large et la plus silencieuse collision de l'histoire. Le quatrième moment épique, barre verticale à l'échelle microscopique, mais peut-être le plus grand en termes d'impact. Le cri de l'hydrogène. C'était FRB 20-2206-10A. La version moderne du signal, wow! Ce sursaut radio rapide était le signal le plus lointain et le plus énergétique jamais détecté de l'univers. Il venait d'il y a exactement 8 milliards d'années, d'une époque encore plus ancienne que la moitié de l'âge de l'univers. Mais le véritable record résidait dans l'énergie qu'il émettait. Cette seule explosion d'une milliseconde équivalait à l'énergie totale produite par le Soleil en 30 années. Ce chiffre triplait, voire quadruplait, tous les records FRB précédents. Cette énergie était si grande que si la source était dans la Voie lactée, elle aurait grillé instantanément tous nos systèmes électroniques, des téléphones portables aux satellites. Ce signal a commencé à être utilisé comme balance cosmique. C'est car pendant son voyage de 8 milliards d'années, le signal avait ralenti et s'était dispersé en passant à travers la matière invisible de l'univers. Les scientifiques, en regardant cette dispersion, ont pesé la matière manquante dans l'univers. Et le résultat était choquant. Dans le vide de l'univers, entre les galaxies, se cachait bien plus de matière baryonique normale que nous le pensions. Cette découverte a résolu le problème des baryons manquants. Depuis des années, nous demandions où se trouvait la moitié de la matière de l'univers. La réponse était cachée dans la lumière de cette explosion massive. La matière était là, dans le vide intergalactique, comme un réseau de plasma chaud et invisible. Ce signal nous a fourni une carte de l'univers. Il n'était pas seulement une explosion. C'était une lanterne cosmique qui prenait une radiographie de l'univers, illuminait l'obscurité et montrait les trous où se cache la matière. Cette découverte a lancé une nouvelle ère en astrophysique, la cosmologie FRP. Maintenant, nous mesurons l'univers non seulement en le voyant, mais en écoutant les échos de ces explosions massives. Et enfin, le cinquième et plus dramatique moment, l'alphabet Morse au cœur de la Voie lactée. Quand le télescope Meerkat a regardé le centre galactique, il n'a pas trouvé un chaos aléatoire, mais une structure ordonnée, géométrique et d'apparence artificielle. Des centaines de filaments horizontaux, tous regardés vers le trou noir, vers Sagittarius, à étoiles. Leur longueur variait entre 5 et 10 années-lumière, et la distance entre eux était étonnamment égale. Cet ordre ne ressemblait pas du tout aux structures fractales ou chaotiques que nous avons l'habitude de voir dans la nature. C'était comme un code-barre, comme un flux de données, comme un message. Les scientifiques sont restés figés face à cette découverte, car pour que ces structures se forment, il fallait un jet d'énergie émergeant de l'axe de rotation du trou noir et éclatant périodiquement pendant des millions d'années. Mais on pensait que notre trou noir était endormi et silencieux. Cette découverte a montré que Sagittarius A étoile avait en fait vécu une explosion massive dans un passé récent. Peut-être même quand les ancêtres de l'humanité marchaient sur Terre, et que les traces de cette explosion étaient gravées dans le tissu espace-temps comme des cicatrices. Ces filaments sont la preuve que le cœur de notre galaxie bat, qu'il est vivant, et qu'il était peut-être autrefois bien plus sauvage. La comparaison avec l'alphabet Morse n'était pas vaine, car ces structures sont des bandes d'histoire racontant le passé de notre galaxie, attendant d'être lues. Cette découverte a réécrit l'histoire de la Voie lactée.
Notre foyer paisible avait en fait un passé violent, et le monstre endormi en son centre pourrait se réveiller à tout moment. Malgré ces 5 moments épiques, la galaxie Jats venant d'au-delà du temps, l'étoile zombie défiant la mort, le toucher invisible d'Andromède, l'explosion F, herbe et record, illuminant l'univers, et le message secret au cœur de notre galaxie. Quand ils se rassemblent, le tableau qui émerge est un chef-d'œuvre qui pousse les limites de l'esprit humain. L'univers n'est pas un vide froid, sombre et silencieux comme nous le pensions. C'est un océan bouillonnant, explosant et vivant, rempli de lumière, d'énergie, de matière et d'inconnu. Et nous, au bord de cet océan, sommes comme des enfants, essayant de comprendre l'eau avec nos petits seaux. Mais Webb et la technologie moderne nous ont montré les profondeurs de l'océan. Et ce que nous y avons vu était bien au-delà de nos rêves. Bien alors, quelle est la signification ultime de toutes ces découvertes, de ces records, de ces impossibilités et de ce spectacle cosmique? Que nous disent ces découvertes qui nous en disent tant sur le passé et le présent de l'univers? Sur notre avenir? En tant qu'humanité, quelle est notre place dans cet univers massif, sauvage et imprévisible? La science nous a donné les réponses aux questions comment et quoi. Mais maintenant, nous devons affronter la plus grande question. Pourquoi? Et que se passera-t-il ensuite? Car ce grand final n'est pas la fin de l'histoire. C'est en fait le début d'une interrogation bien plus grande, bien plus profonde et bien plus personnelle. Et la réponse à cette grande interrogation ne concerne pas seulement le fonctionnement de l'univers, mais aussi la manière dont se joue le plus grand pari concernant la partie la plus fragile et la plus rare en son sein, c'est-à-dire la vie. Car l'univers n'est pas seulement un théâtre de lois physiques, c'est aussi un laboratoire massif et impitoyable, testant si la vie est possible. Webb et d'autres outils modernes ne nous ont pas seulement montré des galaxies lointaines ou des étoiles mortes. Ils ont également prouvé que les briques de la vie pouvaient exister même dans les coins les plus inattendus de l'univers. Mais ces preuves ne sont pas seulement porteuses d'espoir. Elles nous jettent également une vérité effrayante au visage. Tout ce qui est nécessaire à la vie existe dans l'univers, mais la vie elle-même pourrait être bien plus rare et précieuse que nous le pensions. Maintenant, nous entrons dans ces moments épiques où les dernières cartes de ce pari cosmique sont révélées, où les traces de la vie sont recherchées. Ce dernier tournant. Dans ce dernier tournant, la première vérité choquante qui nous fait face est la découverte de traces de diméthylsulfure, ou DMS, dans l'atmosphère de la planète K2-18b. Ce n'est pas seulement la découverte d'une molécule, c'est le plus grand récit de l'histoire de l'astrobiologie, car sur Terre, il n'y a qu'une seule source qui produit cette molécule, la vie. Les volcans ne la produisent pas, la foudre ne la produit pas, les processus géologiques ne la produisent pas. Seul le phytoplancton et les bactéries dans les océans la produisent. Quand le télescope Webb a regardé l'atmosphère de cette planète située à 120 années-lumière, il n'a pas seulement trouvé du méthane et du dioxyde de carbone, il a trouvé une signature potentielle montrant que la vie respire. Cette planète est une super-Terre de classe Icéan, hydrogène-océan. Autrement dit, c'est une super-Terre, 2,6 fois plus grande et 8,6 fois plus lourde que la Terre, couverte d'un océan gigantesque et possédant une atmosphère riche en hydrogène. Les chiffres ici sont vertigineux. K2-18b orbite autour de son étoile naine, rouge barre verticale
à l'intérieur de la zone habitable. L'instrument NIRSPEC de Webb a mesuré la composition chimique de l'atmosphère de cette planète avec une précision d'1 milliardième. C'est comme détecter un changement chimique dans la flamme d'une bougie à 1200 km de distance. Et cette mesure précise a capté des signaux forts, mais pas certains de la présence de la molécule DMS. Si cela est confirmé, ce sera la plus grande découverte de l'histoire de l'humanité, car nous aurons prouvé qu'à 120 années-lumière de là, sous un océan gigantesque, des organismes microscopiques vivent et libèrent du gaz dans l'atmosphère. C'est le moment où la réponse à la question « Sommes-nous seuls dans l'univers ?» devient « Non ». Dans le monde scientifique, cette découverte a été accueillie à la fois avec une grande excitation et un grand scepticisme, car les affirmations extraordinaires nécessitent des preuves extraordinaires. Mais les données que nous avons actuellement sont pour la première fois dans l'histoire l'indice le plus concret qu'un processus biologique fonctionne sur un autre monde. Cette découverte nous a amenés à réévaluer l'univers entier en termes de potentiel biologique, pas seulement une planète. Mais les traces de la vie ne se cachent pas seulement sur des planètes lointaines, mais aussi sur les lunes gelées de notre propre système solaire. Et ici intervient le deuxième moment épique. Les geysers d'eau venant d'Europa, la lune de Jupiter et d'Encelade, la lune de Saturne. Les données de Webb et Cassini ont confirmé que sous les croûtes de ces mondes glacés se trouvent des océans gigantesques contenant 2 à 3 fois plus d'eau que le total des océans terrestres. Mais ce qui est vraiment choquant, c'est que ces océans ne sont pas des réservoirs d'eau statique. La vapeur d'eau et les particules de glace jaillissant du pôle sud d'Encelade atteignent des hauteurs de 10 000 km. C'est plus de 1000 fois la hauteur du mont Everest. Et à l'intérieur de ces jets ont été trouvées des molécules organiques, des phosphates et du méthane, les briques fondamentales de la vie. Cela signifie qu'au fond de l'océan d'Encelade, tout comme au fond des océans terrestres, il y a des cheminées hydrothermales. Et ces cheminées chauffent l'arable l'eau, l'enrichissent en minéraux et fournissent l'énergie chimique nécessaire à l'apparition de la vie. Sous une surface de moins 200 degrés où la lumière du soleil n'atteint jamais, il y a un océan chaud, riche en minéraux et potentiellement vivant. Cette découverte a complètement détruit le concept de zone habitable. Nous pensions autrefois que la vie ne pouvait exister qu'à une certaine distance du Soleil. Maintenant, nous savons que la vie peut exister dans un océan sombre, chauffé par les marées gravitationnelles d'une géante gazeuse, à des milliards de kilomètres d'une étoile. Les scientifiques appellent cela la biosphère sombre. Ces lunes sont devenues les endroits les plus probables pour la vie dans le système solaire. Alors que nous cherchions des microbes dans les déserts arides de Mars, la possibilité que des poissons nagent dans les lunes gelées de notre arrière-cour a fondamentalement secoué le paradigme scientifique. Ce n'est pas seulement la découverte d'eau, c'est la preuve la plus forte que la vie est un impératif universel, que si les conditions sont réunies, la vie émergera forcément. Le troisième moment épique est la preuve que les briques de la vie existent même dans le vide spatial, les molécules organiques interstellaires. Quand le télescope Webb a regardé le nuage moléculaire Chaméléon 1 à 500 années-lumière, il a examiné les glaces les plus froides et les plus sombres de l'univers. Et dans ces glaces, il n'a pas trouvé seulement de l'eau, mais aussi des molécules organiques complexes contenant du carbone, de l'hydrogène, de l'oxygène, de l'azote et du soufre. Méthanol, éthanol, formaldéhyde et même des précurseurs d'acides aminés simples. Tout cela
à moins 263 degrés, juste au-dessus du zéro absolu, suspendu dans la pouponnière des étoiles. Ces chiffres et cette diversité ont transformé l'hypothèse de la panspermie. L'idée que les graines de la vie viennent de l'espace, d'un scénario de science-fiction en une théorie scientifique sérieuse. Car ces molécules sont les briques des étoiles et des planètes qui vont naître. Webb a montré qu'avant même qu'un système planétaire ne se forme, le cocktail chimique de ce système est préparé, que ces molécules vont pleuvoir sur les planètes qui se formeront dans ce système et fourniront les matériaux pour démarrer la vie. Cela montre que l'univers est une usine à vie. La vie n'est pas une anomalie qui s'est formée par hasard sur Terre. C'est une conséquence naturelle et inévitable de la chimie de l'univers. L'abondance de ces molécules prouve que chaque système stellaire peut potentiellement abriter la vie, que l'univers est imprégné de matière organique. Le séisme dans le monde scientifique s'est produit avec la compréhension que le processus d'évolution chimique a commencé bien avant l'évolution biologique, dans le vide interstellaire. Quand nous disons que nous sommes poussière d'étoiles, nous ne faisons pas seulement une métaphore. Nous savons littéralement que nous sommes faits de molécules glacées de l'espace. Et enfin, le quatrième et plus troublant moment, le signal de Proxima Centauri, ou BLC1. Ce n'est peut-être pas une trace de vie, mais c'est la manifestation la plus concrète de la peur de la solitude de l'humanité. En 2020, un signal radio à bande étroite à 982 MHz a été détecté depuis Proxima Centauri, l'étoile la plus proche de nous. Le signal a duré 5 heures et semblait venir uniquement du système stellaire. Cette fréquence n'était pas une fréquence utilisée par des satellites fabriqués par l'homme ou par des événements cosmiques naturels. C'était un signal complètement propre, d'apparence complètement artificielle. Et sa source était cette naine rouge située à seulement 4,2 années-lumière, où se trouve une planète habitable appelée Proxima b. Et cette découverte a été le moment le plus excitant de l'histoire du projet Breakthrough Listen. Les scientifiques ont analysé ce signal pendant des mois. La question « et si » a envahi le monde entier. Notre voisin est-il chez lui? Si ce signal était réel, cela signifiait que l'univers était rempli de vie partout. Car si même à l'étoile la plus proche de nous, il y avait une civilisation technologique, statistiquement, il devrait y avoir des milliards de civilisations dans la galaxie. Finalement, on a conclu que le signal était très probablement un parasite d'origine terrestre. Mais, même cette fausse alerte a changé le regard de l'humanité sur l'univers. Car, pendant ces 5 heures, nous avons senti que nous n'étions pas seuls. Pendant ces 5 heures, le silence de l'univers a été brisé, et cet événement a montré à quel point notre technologie était devenue sensible. Comment nous capturerions un vrai signal si un jour il arrivait? Ce n'était pas une répétition. C'était un test de notre préparation à nous connecter au réseau de communication universel, mais aussi de notre désespoir à attendre une réponse. Ces 4 moments épiques, l'odeur d'océan, de K, 2-18, B, l'eau de vie d'Encelade jaillissant dans l'espace, les glaces organiques du nuage, Caméléon, et le signal fantôme de Proxima. Tous nous disent la même chose. L'univers semble conçu pour la vie, sa chimie, sa physique, sa dynamique. Tout est propice à l'émergence de la vie. Les acides aminés flottent dans le vide interstellaire. Des océans chauds bouillonnent sous les lunes gelées. Et des gaz biologiques circulent dans les atmosphères de planètes lointaines. Nous, au milieu de cet énorme potentiel biologique, sommes coincés sur notre propre planète, regardant ce grand océan de vie là-bas. Mais,
Maintenant, c'est le moment de s'arrêter et de réfléchir. Au-delà de toute cette vitesse, toutes ces découvertes, tous ces records et données, de prendre une profonde respiration. Car quand nous fermons les télescopes, que nous faisons taire les ordinateurs et que nous regardons le ciel à l'œil nu, il ne reste pas que des chiffres ou des graphiques. Il reste cette question la plus fondamentale, la plus douloureuse et la plus belle d'être humain. Dans toute cette confusion cosmique, ce vide massif et cette énergie incroyable, quelle est la signification de notre existence? Sommes-nous juste une combinaison accidentelle de carbone et d'eau? Ou sommes-nous la façon dont l'univers se comprend lui-même? La science nous a donné la réponse à la question « Comment ?» dans les moindres détails. Mais maintenant, nous sommes face à face avec la question « Pourquoi ?» Et cette question attend d'être répondue, non pas dans les laboratoires, mais dans les profondeurs de notre esprit et de notre cœur. Maintenant, marchons vers ce dernier rideau, vers ce point silencieux où la science rencontre la philosophie, en et maintenant, laissant derrière nous le bruit de toutes ces découvertes, cette vitesse vertigineuse et ces collisions cosmiques. Dans un moment de silence, nous nous posons cette question la plus difficile. Quel est exactement notre rôle sur cette scène massive? Car les échelles immenses que les télescopes nous montrent, d'un côté, nous réduisent au néant, de l'autre, chargent notre existence d'un poids inexplicable. Ces découvertes qui repoussent les limites de l'univers ne sont pas seulement des données astrophysiques. Ce sont aussi des miroirs interrogeant la position de l'homme face au cosmos. Maintenant, c'est le moment de se placer devant ce miroir, de confronter les paradoxes dans notre propre reflet. Ces vérités à la fois tragiques et belles. Qui sommes-nous? À quel point sommes-nous petits? Et malgré cela, comment sommes-nous si grands? Le premier et peut-être le plus bouleversant paradoxe qui nous fait face est ce gouffre profond entre petitesse physique et grandeur mentale. Pensez, le télescope spatial. James Webb nous montre la lumière venant d'il y a 13,4 milliards d'années. La structure massive de la galaxie JADS. Cette galaxie fait 1600 années, lumière de large, contient des trillions de tonnes de matière et émet une énergie inimaginable. De l'autre côté, il y a nous, en moyenne 1,7 mètres de haut, seulement 70 à 80 kg. Des créatures douces et fragiles faites de carbone et d'eau. Physiquement, à l'échelle de l'univers, nous ne sommes même pas un grain de poussière. Nous n'occupons même pas autant de place qu'un quark dans un atome. Sur la scène de l'univers large de 93 milliards d'années-lumière, notre planète n'est même pas visible, pas même autant qu'un virus microscopique. Cette différence d'échelle est si impitoyable, si écrasante, que mathématiquement, nous sommes à l'état de non-existence. Dans cet univers où les galaxies entrent en collision, où les trous noirs avalent des étoiles et où les magnétars plient l'espace, notre existence physique n'a aucun effet, aucun pouvoir. Si une supernova explosait, elle nous vaporiserait en une seconde, et l'univers ne battrait même pas des paupières. C'est, au premier abord, une vérité tragique, même terrifiante. Car, aussi grand que soit notre ego, face au cosmos, nous sommes complètement sans défense et insignifiants. L'univers ne se soucie pas de nous, ne tourne pas pour nous. Et notre disparition n'a même pas autant de sens pour lui qu'un battement d'ailes de papillon. Pourtant, au cœur même de cette tragédie, dans cette petitesse écrasante, se cache une beauté incroyable, un mais. Car cette galaxie large de 1600 années-lumière n'est pas consciente de sa propre existence.
Ces trillions de tonnes d'étoiles ne savent pas à quel point elles brillent. Ce trou noir ne réalise pas qu'il plie le temps. Mais nous, avec notre cerveau de 1,5 kg, dans notre état de morceau de chair molle, nous voyons cette galaxie, nous la mesurons, nous la comprenons et nous la nommons. Notre esprit peut voyager en secondes vers ces milliards d'années-lumière de distance que notre corps physique ne pourra jamais atteindre. L'univers peut nous écraser physiquement, mais nous englobons mentalement l'univers. Nous sommes la partie de l'univers qui se pense, se demande et se comprend elle-même. Ce n'est pas un paradoxe qui rend notre petitesse insignifiante, mais qui la rend précieuse. Car pour comprendre un univers massif, il ne faut pas être massif, il suffit d'avoir cette étincelle de conscience. Tu es toi aussi au centre même de ce paradoxe. Peut-être qu'en ce moment, assis devant l'écran, tu te sens petit, fatigué ou ordinaire. Peut-être que tes soucis quotidiens te semblent insignifiants à côté de ces galaxies massives. Mais souviens-toi que ton esprit est le seul endroit qui transforme la lumière de ces galaxies en signification. Ces galaxies ont attendu des milliards d'années que tu les regardes. Tes yeux sont la destination finale du voyage de 13 milliards d'années de ces photons. Tu n'es pas seulement un spectateur, tu es cet auditeur spécial à qui l'univers raconte sa propre histoire. Ton existence est la seule chose qui donne du sens à la matière aveugle et sourde de l'univers. C'est pourquoi, aussi petit que tu sois, physiquement, tu es mentalement bien plus grand que ces galaxies, car tu es conscient. Le deuxième grand contraste est cet équilibre doux-amer entre l'infini du temps et la brièveté de nos vies. Le signal G, P, MJ 1839-10, cette étoile zombie, envoie régulièrement des signaux depuis 35 années et continuera probablement pendant des millions d'années. La collision d'Andromède avec nous sera un processus durant 4 milliards d'années. Le calendrier de l'univers fonctionne avec des milliards d'années. Des ères géologiques, des périodes galactiques. De l'autre côté, il y a notre durée de vie. Si nous avons de la chance, 80, peut-être 90 années. Cela ne vaut même pas 1/1000 de seconde sur le calendrier cosmique. Nous existons pendant le temps qu'il faut à l'univers pour cligner des yeux. Puis nous disparaissons pour toujours. La plupart des étoiles que nous voyons quand nous regardons le ciel sont plus âgées que nous et continueront à briller après notre mort. Face à cette rivière massive du temps, notre vie est aussi rapide et temporaire que l'évaporation d'une goutte d'eau. Cette pensée donne à l'homme une profonde tristesse et un sentiment de transience. Je veux savoir que tout ce que nous faisons, chaque civilisation que nous construisons, chaque amour et chaque douleur que nous vivons seront effacés sous les sables du temps et lourds. Même le disque d'or de Voyager finira par s'éroder avec les rayons cosmiques et sera enseveli dans le silence. Cette mélancolie qui fait poser la question « Pourquoi existons-nous ?» naît de cette différence de temps. Mais, ici aussi, il y a une beauté immense, un rayon d'espoir. Car le sens de la vie ne réside pas dans sa durée, mais dans ce que nous y mettons pendant ce court laps de temps. Un feu d'artifice ne brille aussi que quelques secondes. Mais, à ce moment-là, c'est la plus belle chose dans le ciel. Notre courte vie est un moment rare de conscience brillant dans cette obscurité infinie, dans l'histoire de l'univers de milliards d'années. Vivre précisément maintenant, précisément dans cet âge d'or où nous avons cette technologie, où nous pouvons comprendre l'univers. Est-ce une coïncidence ou un cadeau? Notre vie peut être courte, mais dans ce court laps de temps, nous avons résolu l'histoire de 13,8 milliards d'années de l'univers.
Nous avons fait tenir l'infini dans ce bref instant. Nous ne sommes pas les esclaves du temps. Nous en sommes les témoins, et tu fais aussi partie de ce témoignage. Ta vie est un moment maintenant unique qui ne se répétera plus jamais dans l'histoire de l'univers. Tu portes à la fois la poussière du passé et la graine du futur. Ta brève existence est une note, une mélodie qui résonne dans le silence infini de l'univers. Cette mélodie peut être courte, mais la symphonie de l'univers serait incomplète sans elle. C'est pourquoi, au lieu de t'attrister de la brièveté du temps, tu devrais ressentir l'intensité que cette brièveté donne, la valeur d'être unique. Car l'infini n'est que la somme des instants. Et ton instant est une partie indispensable de cette somme. Le troisième contraste est cette contradiction profonde entre solitude cosmique et connexion biologique. Le signal venant de Proxima Centauri nous a tous excités un instant, car c'était un espoir qui apaiserait notre peur de la solitude. Mais, ensuite, le silence est revenu, jusqu'à présent, malgré cette immense grandeur de l'univers. Nous n'avons entendu aucune autre voix, aucun autre souffle. Il y a des milliards de galaxies, des trillions d'étoiles, mais à notre connaissance, nous sommes la seule planète qui parle. C'est un silence terrifiant. Le vide spatial est froid et indifférent. Même l'étoile la plus proche est si loin qu'elle est inaccessible en une vie humaine. C'est comme si l'univers avait délibérément maintenu les distances si longues pour nous séparer les uns des autres. Cet isolement cosmique déclenche ce sentiment profond d'abandon dans l'homme. Nous sommes comme des naufragés, seuls sur une île. Nous jetons des bouteilles dans l'océan, comme voyagers. Nous envoyons des ondes radio, mais aucun navire n'apparaît à l'horizon. Cette situation peut sembler tragique. Se sentir complètement seul dans le vaste univers peut donner l'impression d'être une erreur ou une exception. Mais dans cette solitude se cache une beauté immense, un sentiment de nous qui nous lie les uns aux autres. Car s'il n'y a personne là-bas ou s'ils sont très loin, cette situation montre à quel point nous avons besoin les uns des autres, à quel point chacun de nous est précieux. Cette planète, ce point bleu pâle, est notre seule maison dans l'univers. Et les autres humains, animaux et plantes dessus sont les seuls compagnons de voyage que nous avons. Cette solitude froide dans l'univers augmente en fait la valeur des liens chaleureux sur Terre. Nous sommes des frères faits de poussière d'étoiles. Nous partageons les mêmes éléments, la même histoire, la même fragilité. Le froid de ces galaxies lointaines rend encore plus significative la chaleur de la main d'un humain à nos côtés, la voix d'un ami, le rire d'un enfant. Tu es toi aussi un maillon incassable de cette connexion. Tu peux parfois te sentir seul dans la foule, mais à l'échelle cosmique, tu n'es jamais seul. Tu es le représentant actuel d'une chaîne biologique de milliards d'années, de ces graines de vie venant des étoiles. Le fer dans tes veines a été forgé dans des supernovas. L'hydrogène dans l'eau que tu bois vient du Big Bang. Tu es apparenté, au niveau atomique, avec l'univers et tous les autres êtres vivants. La solitude est une illusion. La connexion est une réalité physique. C'est pourquoi, quand tu regardes le ciel et demandes « Y a-t-il quelqu'un ?», tu peux trouver la réponse, non pas dans les lointains, mais dans les yeux des gens, à tes côtés, dans le cycle de la nature et dans ton propre cœur. Nous sommes ce petit mais courageux équipage, s'agrippant les uns aux autres, se réchauffant mutuellement et se racontant des histoires dans cet océan sombre. Et dans ce voyage, nous n'avons personne d'autre que nous-mêmes, mais nous nous suffisons. Le quatrième et dernier contraste est cette ligne fine entre la destructivité du chaos et l'élégance de l'ordre.
Ces filaments ressemblant à l'alphabet morse au centre de notre galaxie sont les traces d'explosions violentes passées. La collision approchante d'Andromède est un chaos futur. Les explosions des magnétars sont une violence mortelle. Partout où nous regardons dans l'univers, il est rempli d'explosions, de collisions, de destruction et de mort. La loi de l'entropie dit que tout va vers le désordre, la dégradation et la disparition. C'est la réalité que l'univers est entraîné vers une fin inévitable, que tout se désintégrera. C'est cette réalité effrayante du chaos qui nous rappelle la fragilité de la vie et que nous pouvons disparaître à tout moment. Un astéroïde, une explosion de rayons gamma ou une anomalie dans le Soleil. Tout peut finir en un instant. Cela crée un sentiment d'insécurité et d'effroi, comme si un plafond allait nous tomber dessus à tout moment. Mais de ce chaos émerge un ordre incroyable, une élégance humaine. Car ces étoiles qui explosent ou supernovas ont créé les éléments dans ton corps. Ces galaxies qui entrent en collision ont permis la naissance de nouvelles étoiles. Ces trous noirs, en retenant le centre des galaxies, ont empêché leur dispersion. La destructivité de l'univers est en fait la matière première de sa créativité. Tiens, s'il n'y avait pas de chaos, il n'y aurait pas non plus d'ordre. S'il n'y avait pas de mort, il n'y aurait pas non plus de naissance. Notre existence est le produit de milliards d'années de cette violence cosmique, de cet équilibre délicat et de ces coïncidences chanceuses. L'univers a réussi à distiller la vie du chaos, la musique du bruit. Toi aussi, tu vis ce chaos et cet ordre dans ta vie. Les difficultés, les douleurs, les pertes, ton chaos personnel sont en fait les processus qui te font grandir, te mûrissent et te font toi. Tout comme une étoile brille sous pression. Toi aussi, tu construis ton caractère sous la pression de la vie. La nature sauvage de l'univers est la source de ton pouvoir de résistance, de cette passion pour la vie. Tu es ce souffle ordonné au milieu du chaos. Et tu es ce port silencieux au milieu de la tempête. Et c'est ce pouvoir immense qui te permet non seulement de survivre, mais de transformer la vie en œuvre d'art. Ces 4 contrastes, grandeur mentale contre petitesse physique, valeur de l'instant contre infini du temps, lien biologique contre solitude cosmique, et élégance de la vie contre destructivité du chaos. Quand ils se rassemblent, ils nous disent ce que signifie être humain. Nous sommes les enfants des paradoxes. Nous sommes à la fois poussière et imagination. Nous sommes à la fois temporaires et infinis. Nous sommes à la fois seuls et un. Nous sommes à la fois fragiles et forts. Ces contradictions ne sont pas ce qui nous affaiblit, mais ce qui nous rend humains, ce qui fait de nous l'histoire la plus intéressante et la plus complexe de l'univers. Premise. Il y a plus, car la philosophie ne concerne pas seulement la pensée, mais ce que nous faisons avec cette pensée. Comprendre ces paradoxes n'est pas seulement un exercice mental, c'est aussi un appel à la vie. Si nous sommes si spéciaux, si rares et si conscients, alors cette conscience doit nous charger d'une responsabilité, d'une mission. La dernière leçon que l'univers nous chuchote, ce dernier message, ne concerne pas seulement qui nous sommes, mais ce que nous ferons ensuite. Maintenant, en arrivant à cette dernière page de l'histoire, au discours de clôture, c'est le moment de découvrir ce que cet héritage cosmique nous ordonne, ce qu'il attend de nous d'être. Webb a montré qu'avant même qu'un système planétaire ne se forme, le cocktail chimique de ce système est préparé, que ces molécules vont pleuvoir sur les planètes qui se formeront dans ce système et fourniront les matériaux pour démarrer la vie. Cela montre que l'univers est une usine à vie,
La vie n'est pas une anomalie qui s'est formée par hasard sur Terre. C'est une conséquence naturelle et inévitable de la chimie de l'univers. L'abondance de ces molécules prouve que chaque système stellaire peut potentiellement abriter la vie, que l'univers est imprégné de matière organique. Le séisme dans le monde scientifique s'est produit avec la compréhension que le processus d'évolution chimique a commencé bien avant l'évolution biologique, dans le vide interstellaire. Quand nous disons que nous sommes poussière d'étoiles, nous ne faisons pas seulement une métaphore. Nous savons littéralement que nous sommes faits de molécules glacées de l'espace. Et enfin, le quatrième et plus troublant moment. Le signal de Proxima Centauri, ou BLC1. Ce n'est peut-être pas une trace de vie, mais c'est la manifestation la plus concrète de la peur de la solitude de l'humanité. En 2020, un signal radio à bande étroite à 982 MHz a été détecté depuis Proxima Centauri, l'étoile la plus proche de nous. Le signal a duré 5 heures et semblait venir uniquement du système stellaire. Cette fréquence n'était pas une fréquence utilisée par des satellites fabriqués par l'homme ou par des événements cosmiques naturels. C'était un signal complètement propre, d'apparence complètement artificielle. Et sa source était cette naine rouge située à seulement 4,2 années-lumière, où se trouve une planète habitable appelée Proxima b. Et cette découverte a été le moment le plus excitant de l'histoire du projet Breakthrough Listen. Les scientifiques ont analysé ce signal pendant des mois. La question « et si » a envahi le monde entier. Notre voisin est-il chez lui? Si ce signal était réel, cela signifiait que l'univers était rempli de vie partout. Car si même à l'étoile la plus proche de nous, il y avait une civilisation technologique, statistiquement, il devrait y avoir des milliards de civilisations dans la galaxie. Finalement, on a conclu que le signal était très probablement un parasite d'origine terrestre. Mais, même cette fausse alerte a changé le regard de l'humanité sur l'univers. Car, pendant ces 5 heures, nous avons senti que nous n'étions pas seuls. Pendant ces 5 heures, le silence de l'univers a été brisé, et cet événement a montré à quel point notre technologie était devenue sensible. Comment nous capturerions un vrai signal si un jour il arrivait? Ce n'était pas une répétition. C'était un test de notre préparation à nous connecter au réseau de communication universel, mais aussi de notre désespoir à attendre une réponse. Ces 4 moments épiques, l'odeur d'océan de K 2-18, B, l'eau de vie d'Encelade jaillissant dans l'espace, les glaces organiques du nuage, Caméléon, et le signal fantôme de Proxima. Tous nous disent la même chose. L'univers semble conçu pour la vie, sa chimie, sa physique, sa dynamique. Tout est propice à l'émergence de la vie. Les acides aminés flottent dans le vide interstellaire. Des océans chauds bouillonnent sous les lunes gelées. Et des gaz biologiques circulent dans les atmosphères de planètes lointaines. Nous, au milieu de cet énorme potentiel biologique, sommes coincés sur notre propre planète, regardant ce grand océan de vie là-bas. Mais, maintenant, c'est le moment de s'arrêter et de réfléchir. Au-delà de toute cette vitesse, toutes ces découvertes, tous ces records et données, de prendre une profonde respiration. Car quand nous fermons les télescopes, que nous faisons taire les ordinateurs et que nous regardons le ciel à l'œil nu, il ne reste pas que des chiffres ou des graphiques. Il reste cette question la plus fondamentale, la plus douloureuse et la plus belle d'être humain. Dans toute cette confusion cosmique, ce vide massif et cette énergie incroyable, quelle est la signification de notre existence? Sommes-nous juste une combinaison accidentelle de carbone et d'eau? Ou sommes-nous la façon
dont l'univers se comprend lui-même, la science nous a donné la réponse à la question « Comment ?» dans les moindres détails. Mais maintenant, nous sommes face à face avec la question « Pourquoi ?» Et cette question attend d'être répondue, non pas dans les laboratoires, mais dans les profondeurs de notre esprit et de notre cœur. Maintenant, marchons vers ce dernier rideau, vers ce point silencieux où la science rencontre la philosophie, en et maintenant, laissant derrière nous le bruit de toutes ces découvertes, cette vitesse vertigineuse et ces collisions cosmiques. Dans un moment de silence, nous nous posons cette question la plus difficile. Quel est exactement notre rôle sur cette scène massive ? Car les échelles immenses que les télescopes nous montrent, d'un côté, nous réduisent au néant, de l'autre, chargent notre existence d'un poids inexplicable. Ces découvertes qui repoussent les limites de l'univers ne sont pas seulement des données astrophysiques. Ce sont aussi des miroirs interrogeant la position de l'homme face au cosmos. Maintenant, c'est le moment de se placer devant ce miroir, de confronter les paradoxes dans notre propre reflet. Ces vérités à la fois tragiques et belles. Qui sommes-nous ? À quel point sommes-nous petits ? Et malgré cela, comment sommes-nous si grands ? Le premier et peut-être le plus bouleversant paradoxe qui nous fait face est ce gouffre profond entre petitesse physique et grandeur mentale. Pensez, le télescope spatial. James Webb nous montre la lumière venant d'il y a 13,4 milliards d'années. La structure massive de la galaxie JADS. Cette galaxie fait 1600 années-lumière de large, contient des trillions de tonnes de matière et émet une énergie inimaginable. De l'autre côté, il y a nous, en moyenne 1,7 mètres de haut, seulement 70 à 80 kg. Des créatures douces et fragiles faites de carbone et d'eau. Physiquement, à l'échelle de l'univers, nous ne sommes même pas un grain de poussière. Nous n'occupons même pas autant de place qu'un quark dans un atome. Sur la scène de l'univers large de 93 milliards d'années-lumière, notre planète n'est même pas visible, pas même autant qu'un virus microscopique. Cette différence d'échelle est si impitoyable, si écrasante, que mathématiquement, nous sommes à l'état de non-existence. Dans cet univers où les galaxies entrent en collision, où les trous noirs avalent des étoiles et où les magnétars plient l'espace, notre existence physique n'a aucun effet, aucun pouvoir. Si une supernova explosait, elle nous vaporiserait en une seconde, et l'univers ne battrait même pas des paupières. C'est, au premier abord, une vérité tragique, même terrifiante. Car, aussi grand que soit notre ego, face au cosmos, nous sommes complètement sans défense et insignifiants. L'univers ne se soucie pas de nous, ne tourne pas pour nous. Et notre disparition n'a même pas autant de sens pour lui qu'un battement d'ailes de papillon. Pourtant, au cœur même de cette tragédie, dans cette petitesse écrasante, se cache une beauté incroyable, un mais. Car cette galaxie large de 1600 années-lumière n'est pas consciente de sa propre existence. Ces trillions de tonnes d'étoiles ne savent pas à quel point elles brillent. Ce trou noir ne réalise pas qu'il plie le temps. Mais nous, avec notre cerveau de 1,5 kg, dans notre état de morceau de chair molle, nous voyons cette galaxie, nous la mesurons, nous la comprenons et nous la nommons. Notre esprit peut voyager en secondes vers ces milliards d'années-lumière de distance que notre corps physique ne pourra jamais atteindre. L'univers peut nous écraser physiquement, mais nous englobons mentalement l'univers. Nous sommes la partie de l'univers qui se pense, se demande et se comprend elle-même. Ce n'est pas un paradoxe qui rend notre petitesse insignifiante
mais qui la rend précieuse. Car pour comprendre un univers massif, il ne faut pas être massif. Il suffit d'avoir cette étincelle de conscience. Tu es toi aussi au centre même de ce paradoxe. Peut-être qu'en ce moment, assis devant l'écran, tu te sens petit, fatigué ou ordinaire. Peut-être que tes soucis quotidiens te semblent insignifiants à côté de ces galaxies massives. Mais souviens-toi que ton esprit est le seul endroit qui transforme la lumière de ces galaxies en signification. Ces galaxies ont attendu des milliards d'années que tu les regardes. Tes yeux sont la destination finale du voyage de 13 milliards d'années de ces photons. Tu n'es pas seulement un spectateur, tu es cet auditeur spécial à qui l'univers raconte sa propre histoire. Ton existence est la seule chose qui donne du sens à la matière aveugle et sourde de l'univers. C'est pourquoi, aussi petit que tu sois, physiquement, tu es mentalement bien plus grand que ces galaxies, car tu es conscient. Le deuxième grand contraste est cet équilibre doux-amer entre l'infini du temps et la brièveté de nos vies. Le signal G, P, MJ 1839-10, cette étoile zombie, envoie régulièrement des signaux depuis 35 années et continuera probablement pendant des millions d'années. La collision d'Andromède avec nous sera un processus durant 4 milliards d'années. Le calendrier de l'univers fonctionne avec des milliards d'années. Des ères géologiques, des périodes galactiques. De l'autre côté, il y a notre durée de vie. Si nous avons de la chance, 80, peut-être 90 années. Cela ne vaut même pas 1/1000e de seconde sur le calendrier cosmique. Nous existons pendant le temps qu'il faut à l'univers pour cligner des yeux. Puis nous disparaissons pour toujours. La plupart des étoiles que nous voyons quand nous regardons le ciel sont plus âgées que nous et continueront à briller après notre mort. Face à cette rivière massive du temps, notre vie est aussi rapide et temporaire que l'évaporation d'une goutte d'eau. Cette pensée donne à l'homme une profonde tristesse et un sentiment de transience. Je veux savoir que tout ce que nous faisons, chaque civilisation que nous construisons, chaque amour et chaque douleur que nous vivons seront effacés sous les sables du temps et lourds. Même le disque d'or de Voyager finira par s'éroder avec les rayons cosmiques et sera enseveli dans le silence. Cette mélancolie qui fait poser la question « Pourquoi existons-nous ?» naît de cette différence de temps. Mais, ici aussi, il y a une beauté immense, un rayon d'espoir. Car le sens de la vie ne réside pas dans sa durée, mais dans ce que nous y mettons pendant ce court laps de temps. Un feu d'artifice ne brille aussi que quelques secondes. Mais, à ce moment-là, c'est la plus belle chose dans le ciel. Notre courte vie est un moment rare de conscience brillant dans cette obscurité infinie, dans l'histoire de l'univers de milliards d'années. Vivre précisément maintenant, précisément dans cet âge d'or où nous avons cette technologie, où nous pouvons comprendre l'univers. Est-ce une coïncidence ou un cadeau? Notre vie peut être courte, mais dans ce court laps de temps, nous avons résolu l'histoire de 13,8 milliards d'années de l'univers. Nous avons fait tenir l'infini dans ce bref instant. Nous ne sommes pas les esclaves du temps. Nous en sommes les témoins, et tu fais aussi partie de ce témoignage. Ta vie est un moment maintenant unique qui ne se répétera plus jamais dans l'histoire de l'univers. Tu portes à la fois la poussière du passé et la graine du futur. Ta brève existence est une note, une mélodie qui résonne dans le silence infini de l'univers. Cette mélodie peut être courte, mais la symphonie de l'univers serait incomplète sans elle. C'est pourquoi, au lieu de t'attrister de la brièveté du temps, tu devrais ressentir l'intensité que cette brièveté donne, la valeur d'être unique. Car l'infini n'est
que la somme des instants. Et ton instant est une partie indispensable de cette somme. Le troisième contraste est cette contradiction profonde entre solitude cosmique et connexion biologique. Le signal venant de Proxima Centauri nous a tous excités un instant, car c'était un espoir qui apaiserait notre peur de la solitude. Mais, ensuite, le silence est revenu, jusqu'à présent, malgré cette immense grandeur de l'univers. Nous n'avons entendu aucune autre voix, aucun autre souffle. Il y a des milliards de galaxies, des trillions d'étoiles, mais à notre connaissance, nous sommes la seule planète qui parle. C'est un silence terrifiant. Le vide spatial est froid et indifférent. Même l'étoile la plus proche est si loin qu'elle est inaccessible en une vie humaine. C'est comme si l'univers avait délibérément maintenu les distances si longues pour nous séparer les uns des autres. Cet isolement cosmique déclenche ce sentiment profond d'abandon dans l'homme. Nous sommes comme des naufragés, seuls sur une île. Nous jetons des bouteilles dans l'océan, comme voyagers. Nous envoyons des ondes radio, mais aucun navire n'apparaît à l'horizon. Cette situation peut sembler tragique. Se sentir complètement seul dans le vaste univers peut donner l'impression d'être une erreur ou une exception. Mais dans cette solitude se cache une beauté immense, un sentiment de nous qui nous lie les uns aux autres. Car s'il n'y a personne là-bas ou s'ils sont très loin, cette situation montre à quel point nous avons besoin les uns des autres, à quel point chacun de nous est précieux. Cette planète, ce point bleu pâle, est notre seule maison dans l'univers. Et les autres humains, animaux et plantes dessus sont les seuls compagnons de voyage que nous avons. Cette solitude froide dans l'univers augmente en fait la valeur des liens chaleureux sur Terre. Nous sommes des frères faits de poussière d'étoiles. Nous partageons les mêmes éléments, la même histoire, la même fragilité. Le froid de ces galaxies lointaines rend encore plus significative la chaleur de la main d'un humain à nos côtés, la voix d'un ami, le rire d'un enfant. Tu es toi aussi un maillon incassable de cette connexion. Tu peux parfois te sentir seul dans la foule, mais à l'échelle cosmique, tu n'es jamais seul. Tu es le représentant actuel d'une chaîne biologique de milliards d'années, de ces graines de vie venant des étoiles. Le fer dans tes veines a été forgé dans des supernovas. L'hydrogène dans l'eau que tu bois vient du Big Bang. Tu es apparenté au niveau atomique avec l'univers et tous les autres êtres vivants. La solitude est une illusion. La connexion est une réalité physique. C'est pourquoi, quand tu regardes le ciel et demandes « Y a-t-il quelqu'un ?» tu peux trouver la réponse, non pas dans les lointains, mais dans les yeux des gens à tes côtés, dans le cycle de la nature et dans ton propre cœur. Nous sommes ce petit mais courageux équipage, s'agrippant les uns aux autres, se réchauffant mutuellement et se racontant des histoires dans cet océan sombre. Et dans ce voyage, nous n'avons personne d'autre que nous-mêmes, mais nous nous suffisons. Le quatrième et dernier contraste est cette ligne fine entre la destructivité du chaos et l'élégance de l'ordre. Ces filaments ressemblant à l'alphabet morse au centre de notre galaxie sont les traces d'explosions violentes passées. La collision approchante d'Andromède est un chaos futur. Les explosions des magnétars sont une violence mortelle. Partout où nous regardons dans l'univers, il est rempli d'explosions, de collisions, de destruction et de mort. La loi de l'entropie dit que tout va vers le désordre, la dégradation et la disparition. C'est la réalité que l'univers est entraîné vers une fin inévitable, que tout se désintégrera. C'est cette réalité effrayante du chaos qui nous rappelle la fragilité de la vie et que nous pouvons disparaître à tout moment. Un astéroïde,
une explosion de rayons gamma ou une anomalie dans le Soleil. Tout peut finir en un instant. Cela crée un sentiment d'insécurité et d'effroi, comme si un plafond allait nous tomber dessus à tout moment. Mais de ce chaos émerge un ordre incroyable, une élégance, un mais. Car ces étoiles qui explosent ou supernovas ont créé les éléments dans ton corps. Ces galaxies qui entrent en collision ont permis la naissance de nouvelles étoiles. Ces trous noirs, en retenant le centre des galaxies, ont empêché leur dispersion. La destructivité de l'univers est en fait la matière première de sa créativité. Dire s'il n'y avait pas de chaos, il n'y aurait pas non plus d'ordre. S'il n'y avait pas de mort, il n'y aurait pas non plus de naissance. Notre existence est le produit de milliards d'années de cette violence cosmique, de cet équilibre délicat et de ces coïncidences chanceuses. L'univers a réussi à distiller la vie du chaos, la musique du bruit. Toi aussi, tu vis ce chaos et cet ordre dans ta vie. Les difficultés, les douleurs, les pertes, ton chaos personnel sont en fait les processus qui te font grandir, te mûrissent et te font toi. Tout comme une étoile brille sous pression. Toi aussi, tu construis ton caractère sous la pression de la vie. La nature sauvage de l'univers est la source de ton pouvoir de résistance, de cette passion pour la vie. Tu es ce souffle ordonné au milieu du chaos. Et tu es ce port silencieux au milieu de la tempête. Et c'est ce pouvoir immense qui te permet non seulement de survivre, mais de transformer la vie en œuvre d'art. Ces 4 contrastes, grandeur mentale contre petitesse physique, valeur de l'instant contre infini du temps, lien biologique contre solitude cosmique, et élégance de la vie contre destructivité du chaos. Quand ils se rassemblent, ils nous disent ce que signifie être humain. Nous sommes les enfants des paradoxes. Nous sommes à la fois poussière et imagination. Nous sommes à la fois temporaires et infinis. Nous sommes à la fois seuls et un. Nous sommes à la fois fragiles et forts. Ces contradictions ne sont pas ce qui nous affaiblit, mais ce qui nous rend humains, ce qui fait de nous l'histoire la plus intéressante et la plus complexe de l'univers. Premise. Il y a plus, car la philosophie ne concerne pas seulement la pensée, mais ce que nous faisons avec cette pensée. Comprendre ces paradoxes n'est pas seulement un exercice mental, c'est aussi un appel à la vie. Si nous sommes si spéciaux, si rares et si conscients, alors cette conscience doit nous charger d'une responsabilité, d'une mission. La dernière leçon que l'univers nous chuchote, ce dernier message, ne concerne pas seulement qui nous sommes, mais ce que nous ferons ensuite. Maintenant, en arrivant à cette dernière page de l'histoire, au discours de clôture, c'est le moment de découvrir ce que cet héritage cosmique nous ordonne, ce qu'il attend de nous. Webb nous a fait témoins des coins les plus reculés de l'univers et de la chimie de la vie. Mais il y a une possibilité troublante que je ne vous ai pas dite. Et si cet ordre immense que nous voyons n'était qu'une ligne de code, des pixels, des codes d'erreur et des limites de processeur? Peut-être que la réalité n'est qu'une illusion. Dans le prochain voyage, nous questionnerons si l'univers est une simulation ou non. Êtes-vous prêt à débrancher la prise ?